Alors bonjour tout le monde. Début du caucus précessionnel du Parti québécois dans des circonstances pour le moins intenses, des enjeux importants. Hier, on a été témoin de 42 décrets présidentiels aux États-Unis et 78 décisions de l'ancien président M. Biden ont été annulées. Donc, clairement, les plaques tectoniques bougent et au Parti québécois, on ne fera pas fi là, pour les fins du caucus. On ne fera pas fi de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des questions sérieuses qui se posent, notamment vis-à-vis ces décrets-là, mais aussi des questions plus larges sur la démocratie, sur l'état des relations entre le Québec et les États-Unis, ce qui se passe dans le reste du Canada. Donc, on a pris la décision simplement de réaménager le caucus. Il y a certaines activités qui se voulaient partisanes dans le contexte d'une partielle qu'on attend fébrilement à Terrebonne. On a hâte, ça fait maintenant plus de 5 mois là, qu'il n'y a pas de député, c'est pas normal. Mais quand même, on a réaménagé complètement pour se donner un espace de travail ce soir pour analyser chacun de ces décrets-là, avec comme perspective d'arriver avec des propositions en ce qui a trait à nos entreprises. Je ne suis pas inquiet de notre capacité au Québec de s'adapter à des situations ou à des négociations corsées avec les États-Unis. Si vous regardez l'histoire du Québec vis-à-vis les États-Unis, je pense notamment à Bernard Landry qui avait vécu un épisode très, très chargé de négociations difficiles avec les États-Unis. On a toujours su au Québec s'adapter et je pense qu'au sein de nos entreprises, il y a des gens qui peuvent contribuer et qui peuvent nous aiguiller sur des mesures agiles et rapides pour soutenir nos entreprises. Je suis pas inquiet de ça. Et lorsque je constate que, pour l'instant, le message de François Legault, c'est en quelque sorte de nous parler de protéger les Québécois vis-à-vis d'une menace, un peu une volonté de rassurer, je comprends la communication, mais ce dont les Québécois ont besoin en ce moment, c'est pas d'être rassurés, mais c'est qu'on fasse preuve de leadership avec un plan de match, une vision qui est claire par rapport à nos entreprises. Donc, ça... En d'autres termes, là, puis ça a toujours été un enjeu avec la CAQ, c'est pas des communications qu'on veut, c'est de la planification et de la rigueur. Ça implique que les intervenants économiques, les entreprises, tous les parties prenantes au Québec sachent c'est quoi le plan de match. On a besoin d'un plan de match. Donc, dans la mesure où, vous vous en souviendrez, on a offert notre collaboration à quelques reprises à François Legault pour former une équipe Québec, on n'a pas eu de suivi. À l'évidence, François Legault considère que c'est lui, Équipe Québec, et c'est sa prérogative. Nous, on va continuer à travailler pour les entreprises québécoises en faisant des propositions. Donc, une partie de la soirée va être dédiée à évaluer comment s'adapter à tous les scénarios et à un certain nombre de mesures, parce que le leadership, c'est de donner une direction que les gens comprennent, c'est d'offrir une planification au-delà de la communication. Et à nouveau, il y a un point sur lequel François Legault et moi sommes d'accord, c'est de garder la tête froide. C'est de comprendre qu'il y a des stratégies de négociation, que le Québec a déjà eu ce type de négociation avec les États-Unis. Et sans sous-estimer la situation, c'est d'apporter de la planification et de la rigueur au profit de nos entreprises québécoises. Sur ça, je vais prendre vos questions. Est-ce que vous êtes ouvert donc à la création d'un fonds d'aide pour les entreprises? Je pense qu'il est tôt pour considérer ça. D'abord et avant tout, lorsqu'on parle de protéger les Québécois ou de rassurer, la mission du gouvernement du Québec, c'est de mettre sur pied une équipe Québec qui fasse en sorte que nos entreprises ne sont pas attaquées. Ou que nos entreprises québécoises ne soient pas celles qui paient le prix pendant que d'autres provinces ont su se protéger dans les secteurs névralgiques. Il n'y en a pas en date d'aujourd'hui de tarifs et l'objectif devrait être d'éviter les tarifs. Dans l'hypothèse où il y a des tarifs qui nous touchent au Québec, oui, il va falloir examiner quelles mesures, mais aussi dans la compréhension que on vient de connaître le pire déficit de l'histoire du Québec parce que la CAQ a été un gouvernement dépensier. Et protéger les Québécoises et les Québécois, c'est aussi protéger ceux qui n'ont pas de service en ce moment en santé parce qu'on vient de couper tout azimut, parce qu'on a mal planifié sur le plan financier, même chose en éducation. Donc, c'est des questions qui sont sérieuses, à laquelle on va répondre si et quand il y a des tarifs. Et moi, je n'assume pas à ce stade-ci qu'il y aura des tarifs, c'est-à-dire que la mission du Québec, c'est d'éviter des mesures qui sont contre-productives de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est même pas avantageux pour plusieurs secteurs américains. Donc, je pense que c'est là-dessus. Mais vous pensez encore qu'on va éviter des tarifs? M. Trump a été quand même assez clair hier.
Oui, sauf qu'il faut comprendre que faut se rappeler notamment le premier mandat de M. Trump. Il a un style de négociation. Ça se peut qu'il y ait des tarifs, là. Puis il faut s'y préparer. Mais lorsqu'on parle de la mission en ce moment du gouvernement du Québec, c'est de les éviter. Et on a vu d'autres gouvernements, notamment Danielle Smith et M. Ford en Ontario, négocier de gré à gré avec Donald Trump lui-même. Là, quand Danielle Smith est à Mar-a-Lago, c'est parce qu'elle, et elle est très claire là-dessus, elle protège ses intérêts sans demander quoi que ce soit aux autres provinces. Donc, des fois, je suis un peu surpris. Là, des fois, la politique nous réserve des surprises, mais en ce moment, l'Alberta et l'Ontario sont plus indépendantistes que le Québec, sont plus proactifs dans la défense de leurs intérêts. Et moi, je pense qu'on a intérêt, justement, à avoir l'équipe Québec la plus efficace pour éviter les tarifs. Est-ce que François Legault devrait faire bande à part aussi, comme ça? En toute équité, le gouvernement du Québec fait des choses. Il ne faut quand même pas dire que le gouvernement du Québec fait rien. Donc, il y a un bureau à Washington, il y a des démarches. On peut qualifier cette démarche-là de discrète. C'est pas nécessairement une mauvaise stratégie, ça dépend des circonstances. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que avant de faire des déclarations pour rassurer ou pour faire paniquer la population, je réitère qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a pas de tarif, que l'objectif idéalement, c'est de réussir à éviter le plus possible les mesures économiques défavorables aux intérêts du Québec. Dans l'hypothèse où il y en a, nous, on travaille ce soir sur un certain nombre de pistes qu'on va vous présenter demain en soutien de nos entreprises vis-à-vis les divers scénarios. Mais dans l'attente, vous, votre message aujourd'hui, c'est de dire il n'y a pas de péril à la demeure, pas de panique, mais il est quand même question de la date du 1er février. Ça s'en vient vite, ça. Oui, mais ça pourrait être rendu au 1er février, le 15 février. Dans d'autres mots, ne désorganisons pas notre voix au Québec parce que le président Trump met de la pression. Il a le droit de mettre de la pression et on a le droit d'être unis et forts au Québec. C'est pour ça que je pense qu'on ferait mieux de se concerter puis d'avoir une seule équipe Québec avec le même message. Mais vous dites invitation qui n'a pas été retenue par François Legault. Vous dites aussi, c'est pas tout d'essayer de se faire rassurant, mais sentez-vous quand même une inquiétude de la part des PME, des petites entreprises qui exportent aux États-Unis? Elles ont besoin d'être rassurées. Pourquoi il ne faudrait pas les rassurer? C'est-à-dire que le rôle du gouvernement du Québec en ce moment, c'est de réussir là où ils nous ont dit qu'ils étaient à pied d'œuvre pour réussir. Et ça veut dire éviter des représailles contre-productives contre nos entreprises. On voit les autres provinces avoir des délégations, des stratégies en ce sens-là. Et dans l'hypothèse où il y a des tarifs qui s'appliquent, supposons le 1er février ou peut-être plus tard, dépendamment du cycle de négociation, c'est d'émettre un plan, une planification. Comment on va s'y prendre, puis comment on met à profit nos entreprises, leur capacité d'innovation, leur intelligence, dans un plan commun. Pas l'opacité, parce que souvent avec la CAQ, tout tourne autour des communications, puis c'est opaque, on ne sait pas ce qui se passe. Puis la vérité en ce moment, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi la stratégie du gouvernement. Je le respecte, mais je dis simplement, ça va prendre un plan pour nos entreprises, pour tous les scénarios. Et dans l'intervalle, moi je continue à espérer que les efforts du gouvernement du Québec porte fruit comme d'autres provinces semblent penser que c'est possible. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils étudient secteur par secteur pour savoir... Du côté américain ou du côté québécois? Du côté québécois, pour ensuite faire le portrait puis voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils sont prêts à aller aussi loin que des programmes de COVID. Vous dites, pas tout de suite. Je veux juste bien vous comprendre. C'est tôt de pour mettre sur pied des programmes. J'aime pas le parallèle avec la pandémie en passant, là. C'est tôt pour mettre sur pied des programmes alors qu'on ne sait pas de quoi retourne cette négociation-là. Et je pense que, malheureusement, on vient de connaître le pire déficit de l'histoire du Québec sous la CAQ. Ça nous enlève de la marge de manœuvre. Puis on est déjà en train de dire à des patients qui ont le cancer ou qui ont des maladies importantes, il n'y a plus de services, on a coupé ici et là, on continue de couper. Il va falloir équilibrer tous les aspects sociétaux entourant le déficit historique dans lequel la CAQ nous a plongé, s'il y a une discussion sur l'aide aux entreprises. Puis il va y avoir un soutien aux entreprises, simplement en considérant tous les facteurs qu'on ne connaît pas en date d'aujourd'hui. Là, mais justement, là-dessus, M. Girard a déjà un peu ouvert la porte à reporter le retour à l'équilibre budgétaire compte tenu de cette menace qui s'en vient. Donc, pour vous, il va trop vite ou est-ce que c'est d'une
Est-ce que c'est une menace qui pourrait justifier, dans ce cas-là, un report à l'équilibre budgétaire? Moi, je vous dis que il est tôt tant qu'on ne connaît pas si et comment il va y avoir des mesures tarifaires. Dans l'intervalle, ce qu'on peut faire au Parti québécois pour être utile, c'est de proposer un certain nombre d'avenues pour protéger ou promouvoir des options par secteur pour nos entreprises québécoises. On va vous présenter au terme de nos rencontres de ce soir un certain nombre d'avenues demain matin. Vous mentionnez qu'il est tôt, M. Plamondon, mais 1er février, si les menaces sont mises à exécution le 1er février, ça arrive très rapidement. Ce n'est pas dès maintenant qu'il faudrait plancher sur des programmes d'aide, voir qu'est-ce qu'on fait. Ça arrive rapidement, si le 1er février. Là. Que le gouvernement travaille sur des scénarios, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir se concentrer d'abord sur des négociations qui sont en cours. Il va falloir également s'assurer qu'on ne mette pas sur pied des programmes mur à mur où on imprime des dollars à peu près à toutes les situations, alors que, comme vous le dites, les secteurs ne seront pas touchés de la même manière. Puis idéalement, c'est parce que les régions du Canada ne seront pas touchées de la même manière, dépendamment de qui a parlé à Donald Trump au bon moment, là. Donc, vous comprendrez qu'en date d'aujourd'hui, ce qu'on a à cœur, nous, c'est de protéger les entreprises québécoises de mesures tarifaires. Et lorsqu'on saura si et comment il y a des entreprises québécoises qui sont touchées, avoir des programmes qui sont quand même rigoureux en fonction de justement la situation de chaque secteur et non pas faire à l'avance des programmes mur à mur qui peuvent amener du gaspillage ou des dépassements dans un contexte budgétaire qui est déjà très difficile. Dans l'entourage de Donald Trump, il y a aussi Elon Musk qui fait beaucoup parler de lui. Là, il y a des partis qui sont en réflexion à savoir quoi faire, par exemple, avec Twitter. Est-ce que de votre côté, c'est une X, là, est-ce qu'il y a une réflexion qui est en cours aussi du côté du Parti québécois? Non. J'ai déjà dit par le passé que j'étais critique des comptes fictifs sur X. Au-delà de cette réflexion-là sur comment on peut s'assurer que ce soit des vraies personnes. Moi, je pense que la liberté d'expression n'est jamais un problème. Par contre, si c'est pas des vraies personnes ou si c'est une personne qui a 25 comptes pour intimider, ça, c'est un enjeu. D'ailleurs, je pense qu'Elon Musk s'était engagé à éliminer les faux comptes ou poser des gestes. Puis finalement, on se rend compte que c'est un environnement qui a quand même certains de ces enjeux-là. Ça ne nous empêche pas de s'exprimer sur toutes les plateformes. On continue à l'utiliser. Mais vous pensez pas vous retirer de X, par exemple? Non, c'est pas sur la table en ce moment. Des gestes qu'il a posés hier, là, il y a tout un débat à savoir si comment qualifier ce geste-là là, de salut nazi ou malgré ça, vous voulez rester sur X? En ce moment, on n'a pas de discussion de quitter X ou Meta. On suit par contre de très près les politiques que ces compagnies-là vont prendre par rapport à la Est-ce que cette compréhension de l'administration américaine actuelle, on a parlé de Musk, on parle de M. Trump, a voulu ses livres, par exemple, puis qu'est-ce que vous comprenez de Donald Trump? Vous avez parlé de ces méthodes de négociation, mais qu'est-ce que vous comprenez de cette administration-là? Ben moi, je suis un démocrate, puis on a tous en commun d'être des démocrates. On croit à la démocratie, on croit que les gens sont intelligents. Donc, qu'un gouvernement à droite mette en œuvre ce pourquoi il a été élu, si c'est ça qu'il a dit pendant la campagne, puis qu'ensuite un gouvernement à gauche 4 ans plus tard, le cycle des démocraties, c'est l'alternance. Et la règle de droit, le respect des institutions, puis le respect des contre-pouvoirs. Comme ce que vous faites en ce moment. Vous n'êtes pas toujours agréable, mais le travail que vous faites est essentiel. Et je me soumets à votre exercice parce que je considère que la démocratie est une valeur suprême. Et donc, vous comprendrez que moi, ce que je suis de plus près, c'est la santé des institutions, des contre-pouvoirs et de la démocratie partout dans le monde. Et dans la démocratie, il y a de la place pour des idées à droite puis des idées à gauche. C'est pas ça l'enjeu, mais bel et bien qu'on s'assure, parce que ça impacte nos relations avec les autres pays. Donc, moi, je surveille plus les contre-pouvoirs, les institutions, le respect de la règle de droit. Et il est très tôt. On a juste vécu 24 heures. Donc, on observe ça. À quel point ça peut faire mal au mouvement souverainiste? Ça peut-tu mettre de l'eau dans le gaz, ça, cette unité canadienne? Est-ce que ça peut mettre de l'eau dans le gaz au mouvement souverainiste, cette espèce d'unité canadienne que certains appellent, ou enfin, de dire le Canada contre les États-Unis ou pour parer aux États-Unis? L'intérêt du mouvement souverainiste dans tout ça, ou l'engouement?
Les réactions du Parti québécois dans les prochains jours vont être en fonction de l'intérêt du Québec et non pas en fonction de calculs, de variations de sondage qui vont toujours varier. Je ne sais pas c'est quoi l'impact. Ce que j'ai constaté au cours des derniers jours, c'est quand même des provinces canadiennes qui en ont rien à cirer de l'unité canadienne et qui font leur propre truc. Je constate également que l'argument de M. Tanguay pour aller là où vous vouliez aller, de dire que on peut pas être 9 millions puis représenter nos intérêts, il faut être 40 millions. T'sais, dans cette logique-là, il faudrait être 400 millions puis tous être américains. Là. Moi, je pense que le Québec a des intérêts complètement différents de ceux de l'Alberta, des autres régions, l'Ontario, les Maritimes. Donc, c'est important et légitime qu'on démontre des actions en fonction de nos intérêts, pas espérer que l'Alberta et l'Ontario s'occupent de nos intérêts. Puis ça, c'est une pensée, appelez-la autonomiste ou indépendantiste. Je suis un peu surpris en ce moment que l'Ontario et l'Alberta aient davantage une pensée indépendantiste que le Québec. Et je pense qu'un peuple de 9 millions, comme en témoignent plein de pays, il y a 200 peuples dans le monde qui décident par eux-mêmes. Avoir sa voix en fonction de ses intérêts, c'est bon pour plusieurs pays dans le monde. Puis qu'on soit le Canada ou le Québec, constatons que vis-à-vis les États-Unis, et vis-à-vis quand même un président qui est un peu imprévisible, c'est une position qui est similaire, à savoir que c'est très difficile de prévoir quelle direction. Heureusement, par contre, on table sur des relations stables et très bénéfiques qui sont centenaires. Là. Donc, il faut le mettre en perspective. C'est pour ça que je dis en ce moment, là, il y a une négociation, il y a des techniques de négociation, mais demeurer la tête froide, c'est juste de se concentrer sur le plan de match en fonction de nos intérêts. Est-ce que ça affecte les conclusions que vous aviez posées dans votre budget de l'an 1, tout ce qui se passe aux États-Unis? Parce que, bon, vous aviez déjà repoussé le dépôt du budget de l'an 1 dans un contexte inflationniste. Là, vous l'avez dit tantôt, les plaques tectoniques aux États-Unis sont en train de bouger. Donc, dans quelle mesure est-ce que l'administration Trump, le contexte économique actuel amené par l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, pourrait changer la conclusion que vous avez posée avec votre budget de l'an 1? L'exercice d'un budget de l'an 1 démontre qu'un Québec indépendant, en termes d'endettement par rapport à la taille de son économie, puis en termes de capacité à payer pour les mêmes services, c'est pas mal la même chose que dans le Canada, mais un peu mieux. Tu fais une certaine économie d'échelle. C'est un modèle qui est théorique et qui démontre ça. Ensuite, évidemment que s'il y a une récession, supposons, suite à des mesures économiques, ça impacte les finances d'un Québec indépendant, mais ça impacte également les finances d'un Québec dans le Canada. Donc, il y a plein de scénarios économiques. Ça ne change rien que lorsqu'on compare dans ces scénarios-là le Québec dans le Canada et le Québec indépendant a totalement les moyens, au niveau de la dette comme au niveau de la capacité à payer dans le budget courant, des moyens qui sont non seulement équivalents au scénario dans le Canada, mais qui sont légèrement avantageux. Terrebonne, quelques mots sur Terrebonne. Vous avez dit en introduction, ça fait 5 mois que les gens de Terrebonne ont pu débuter, ça n'a pas de bon sens. Donc, vous pressez François Legault de déclencher l'élection partielle le plus rapidement possible. Avez-vous l'impression qu'il attend qu'il se passe quelque chose dans Tadasca ou? Ben, la question est intéressante. Monsieur Legault a un penchant pour la tactique. J'imagine qu'il y a une raison tactique de priver des citoyens d'un député pendant aussi longtemps. Là. Il ne peut pas y avoir d'autres raisons. Donc, on est ici dans la tactique politique au détriment des citoyens de Terrebonne. Quelle est la raison? Est-ce que ça peut être lié à Arthabasca? Est-ce que ça peut être lié à d'autres choses? J'en sais rien, mais nous, on est probablement à notre 8e intervention pour réclamer qu'un processus comme celui-là ait lieu. Puis c'est pour ça qu'on a fait également une sortie pour nommer que peut-être ce serait plus intelligent d'avoir un mécanisme qui n'est pas politisé là, pour le déclenchement. Parce que c'est qui, au fond, qui paie le prix ou qui est désavantagé? C'est le citoyen. Là. Puis le citoyen, lui, c'est pas de la tactique politique qu'il va entendre, il veut juste que les choses fonctionnent. Donc, on a proposé quelques propositions de réforme. Là. Que vous disent vos chiffres dans Terrebonne? Non, c'est ça. Je vais garder mes chiffres pour moi. Okay. Principe de base en politique, peu importe ce que les chiffres disent, on se concentre sur le meilleur travail dont on est capable. On a la bonne candidate pour livrer cette qualité de travail-là, peu importe ce que les chiffres disent. La politique, ce sont des gens et c'est la qualité de ce qu'on livre qui fait la différence. Donc là, sur les chiffres, Mme Gentillon,
c'est possible vous avez le pouls du terrain, j'imagine, là, c'est quoi l'accueil que reçoit le Parti québécois? Ben, ça fait plusieurs mois déjà que je suis sur le terrain. Les gens sont contents qu'on soit là, contents de pouvoir s'adresser à quelqu'un. On voit une exacerbation du cynisme aussi, peut-être, de par le fait que c'est long déclencher cette partielle-là. Les gens ont hâte que ça bouge. On le voit sur le terrain. Nous, on est là, puis peu importe ce qui arrive, notre plan change pas. Là. Je suis sur le terrain, puis je suis prête à ce qu'on le déclenche. Puis j'espère que ça va être fait le plus rapidement possible pour les citoyens, parce qu'on le voit qu'ils ont ce besoin-là.